Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous revoici encore une fois sur notre chaîne Les Coulisses RDC TV. Aujourd'hui, nous allons aborder sous le thème La République démocratique du Congo entre guerre et paix, la question du dialogue tel que proposé et engagé par les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et leurs homologues de l'Église du Christ au Congo. La question, faut-il dialoguer ou non? S'il faut dialoguer, sous quelles conditions? Quels sont les garde-fous à prendre pour ne pas tomber dans les tralala ou les pièges du passé? Alors, notre analyse sera comparative. Nous partirons de 3 dialogues. Dialogue, négociation pour parler, mais nous préférons les appeler dialogues. Nous parlerons du dialogue intercongolais de Sun City de 2002. Nous parlerons de la conférence de Goma de 2009. Et comme c'est une analyse comparative, nous finirons par parler de dialogue des ADF, plutôt de ADF Nalu et le gouvernement ougandais en 2008-2009. Et nous allons ressortir les points saillants pour chaque dialogue et voir comment ça peut aider la RDC qui veut sortir de ces bourbiers, effectivement, par les dialogues. Alors, commençons par le dialogue intercongolais de Sun City. Ce que nous pouvons noter que ce dialogue a été à 100% financé par l'extérieur, pour ne pas dire la communauté internationale. Donc les Congolais sont allés comme des invités pour parler des problèmes du Congo. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le dialogue a rassemblé des Congolais, le gouvernement, l'opposition, et les groupes rebelles, mais il s'est passé un problème. Les Congolais qui n'étaient pas des rebelles, qu'ils soient à Kinshasa ou en Europe, dans la diaspora, certains ont acheté avec de l'argent, ils ont acheté des postes, des places pour se faire passer comme rebelles, juste pour assister, participer plutôt au dialogue. Donc on a vu des Congolais qui étaient en costume à Kinshasa ou dans la diaspora, qui se sont retrouvés dans la liste des groupes rebelles. Et ils ont participé comme rebelles, ils ont payé leur participation, ils ont monnayé leur participation, et à la fin, ils ont été nommés dans des postes pour récupérer l'argent dépensé. Ça, c'est le deuxième point de ce dialogue. Le troisième point du dialogue intercongolais, ce dialogue a consisté au partage de pouvoir. Tout le monde connaît la formule 1+4. Le dialogue a consisté au partage du pouvoir. Le dialogue n'a pas traité le vrai problème qui déchire la République démocratique du Congo. Mais il faut dire aussi pour ceux qui lisent ou qui ont lu les accords d'Arusha entre le gouvernement rwandais du président Habyarimana et le Front patriotique rwandais de l'actuel président Paul Kagame, le dialogue intercongolais était une pure caricature du dialogue ou des accords d'Arusha sur 2 points essentiels. Le premier point, partager le pouvoir, c'est-à-dire que tout le groupe se retrouve dans un gouvernement d'union nationale. Et le deuxième point, former une armée unique ou nationale. Et nous sommes arrivés dans le dialogue intercongolais au brassage. Le brassage, en termes simples, signifie qu'on créait une armée des officiers sans recrues. Alors, donc, le dialogue intercongolais, comme je l'ai dit, n'a pas abordé les vrais problèmes qui ont amené la guerre au Congo. Tout le monde sait qu'en 1996, le prétexte pour l'envahissement du Congo, c'était la nationalité de Banyamulenge. En 1998, c'était la rectification parce que Mzee Laurent Désiré Kabila chassait les Tutsis. Donc au dialogue intercongolais de Sun City, au partage du pouvoir, ce problème n'a pas été abordé. Ou il a été abordé de façon superficielle. Ça c'est de 1. De 2, après le partage du pouvoir, les Tutsis du Nord Kivu se sont sentis lésés. Ils n'ont pas eu de poste par rapport, parce que pour eux, le poste de Tutsis était donné ou confié au Banyamulenge. On n'entrera pas dans les détails. Nous voulons bien préciser sur l'aspect ethnique du conflit pour que nous puissions arriver à comprendre.
Bref, le dialogue a produit ce qu'il a produit. Nous avons eu le brassage des troupes qui, pour donner les forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme le problème fondamental n'a pas été abordé de fond et sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Laurent Nkunda, le général Laurent Nkunda, a repris les armes avec Gilles Boutebossi. Comme ce n'est pas de l'histoire, nous faisons une étude comparative. Nous sautons des étapes. En 2008, il y a des affrontements. Finalement, en 2009, le gouvernement congolais prend langue avec tous les groupes armés. C'est ce qu'on a appelé, ce qui est notre deuxième étape, la conférence de Goma. La conférence de Goma avait réuni tous les Kivusiens, je peux dire uniquement les Kivusiens, qui devaient parler de leurs problèmes, qui devaient se regarder dans les yeux. Tous les groupes armés opérant dans le nord et le sud Kivu se sont retrouvés à Goma pendant presque 2 semaines. Et au finish, l'accord a été signé. Mais comme à Sun City, il y a un problème que nous devons soulever et pour comprendre notre analyse. Le CNDP de Laurent Nkunda n'a pas été représenté à la conférence de Goma. Pour dire les choses telles qu'elles se sont passées, le CNDP avait délégué un Nandé pour le représenter, à la personne de Jean-Serge Kamba Sungev. C'est lui qui a représenté le CNDP. Alors, au dialogue intercongolais, le problème de FDLR n'a pas été abordé. À la conférence de Goma, on a soulevé ce problème. Mais lorsqu'ils se sont séparés, chacun est parti, les CNDP s'est dit ne pas se reconnaître dans les résolutions prises. Ce qui fait que, au mois de mars, le 23 mars, il y a eu une nouvelle rencontre entre, cette fois-ci, le CNDP et le gouvernement congolais. Soit dit en passant, le dialogue intercongolais a signé ce qu'on appelle la paix des cimetières. C'est-à-dire une paix qui n'était en réalité pas une paix. Au dialogue intercongolais, on a mis sur place une commission vérité-réconciliation qui n'a jamais travaillé jusqu'à ce que son président, feu Monseigneur Kouyendondo, est décédé. Donc, pour revenir à la formule consacrée de Monseigneur cardinal Ambongo, dialogue sans sanction. Donc, à Sun City, pas de sanctions sur tout ce qui s'était commis, même sur les femmes enterrées vivantes à Kassiki, dans le sud Kivu, pas de sanctions. Amnistie totale. Alors, à la conférence de Goma, même chose. Amnistie, pas de sanctions. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais se retrouve avec le CNDP. Et il négocie. Il signe un accord. Ce qu'on appelle l'accord du 23 mars. Le CNDP pose ses conditions. Et le CNDP, dans ces conditions, il revient sur le retour des réfugiés, tous ceux qui sont au Rwanda, le retour des réfugiés tous au Congo. Il revient sur la sécurisation de ces familles qui vont revenir par crainte que les FDLR puissent les tuer. Ils reviennent sur le problème des FDLR, qui sont des Hutus rwandais. Ils reviennent sur le problème de la gestion du pouvoir en disant eux peuvent mieux gérer ce pouvoir pour protéger les retournés. Et finalement, l'accord du 23 mars produit un peu caricaturalement ce qu'on a appelé d'abord l'opération Amani. Il y a la manie politique et la manie militaire. Dans la manie politique, on crée les STAREC, stabilisation de l'Est, stabilisation et reconstruction de l'Est du Congo. Et on donne la coordination à M. l'abbé Apollinaire Malomalo, paix à son âme. Dans la manie militaire, on crée la coordination des opérations militaires. Et on supprime les régions militaires. On crée maintenant une expérience, on crée des secteurs et des régiments. Le coordonnateur principal, c'est le général Dieudonné Amouli. Le coordinateur adjoint chargé des opérations, c'est Bosco Taganda.
Alors, comme à Sun City, où on est passé au brassage, cette fois-ci, entre le gouvernement congolais et le CNDP, on crée ce qu'on a appelé le mixage. Mais avec comme aussi à Sun City, avec un point central à retenir. Les troupes ne bougent pas. Les troupes restent dans leur milieu d'origine, sauf peut-être quelques commandants qui peuvent bouger. Ce qui fait que les troupes du CNDP vont rester dans les Kivu et vont même aller dans l'Ituri. Comme à Sun City, dialogue sans sanction. Amnistie, tout ce que nous souhaitons là, pas de commission vérité et réconciliation, pas de justice et paix. Et là, on pose la question, je reviens toujours sur la formule consacrée du cardinal Ambongo, dialogue sans sanction. C'est-à-dire qu'on peut passer à la paix sans passer par la justice. Et tout le monde se rappelle l'épisode de Bosco Taganda, où la CPI demande au président Kabila de l'arrêter. Le président Kabila répond, pour des raisons de paix, nous ne faisons pas la justice, nous n'arrêtons pas Bosco Taganda. Voici les deux premiers dialogues. Nous avons ressorti pratiquement les points saillants et les différences. Les dialogues de Goma, la conférence de Goma a été supportée à 100% par le gouvernement congolais. Nous passons au troisième point qui est, si nous pouvons appeler ça, le dialogue des ADF Nalu et le gouvernement ougandais, 2008. Mais pour mieux nous faire comprendre, nous disons un petit mot sur ADF Nalu. Les Nalu, c'est des Konzo, donc des Ougandais, du district de Kasese, qui, n'étant pas contents de ce qui s'est passé en Ouganda, notamment lors de l'indépendance, ont voulu créer leur république. Et les autorités ougandaises les ont pourchassés. Ils se sont retrouvés au versant Rwenzori, donc dans la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Béni. Et ils y ont vécu. Leur objectif, c'est d'être reconnus comme une grande communauté et pourquoi pas créer une république. En 1995, le président Museveni le reçoit pour une réconciliation. Aux côtés des Nalu, nous avons les ADF, Allied Democratic Force. Les ADF sont des musulmans, totalement musulmans. Par contre, les Nalu, c'est toutes les communautés réunies. Mais comme les ADF et les Nalu n'avaient pas les mêmes objectifs, ils ont coalisé, mais ils ne se sont pas dilués. Ils ont donné ADF bar Nalu. C'est-à-dire nous avons une composante des Nalu et nous avons une autre composante des ADF. Ils ont fait ce qu'ils ont fait sur le sol congolais et en 2008, le président Museveni a reconnu leur roi, appelons-le comme ça, King Mumbere Irimangoma. Il l'a reconnu comme le roi de Bakonzo, au même titre que Kabaka, le roi de Baganda, et il a signé une amnistie où les Nalu sont retournés en Ouganda dans le district de Kasese. Et comme les Nalu avaient leur objectif à eux, les Nalu sont partis seuls et les ADF sont restés au Congo. Les ADF sont restés au Congo. Dans leur idéologie islamiste, ils ont pris leur vraie identité, qu'on appelle les Madina Attawed Wal Mujahideen, c'est-à-dire les Mujahideen de la ville sainte de Madina, ou les combattants de la ville sainte de Madina, en abrégé MTM, qui vont faire allégeance à l'État islamique pour former ce que nous appelons, ou ce qu'ils appellent, la province Afrique centrale de l'État islamique. En anglais, Islamic State Central African Province, qui dépend totalement de Daesh ou de Daesh. L'exemple que nous donnons des ADF Nalu, c'est pour montrer que quand deux mouvements s'associent pour des raisons d'efficacité, ils peuvent ne pas garder les mêmes idéologies. Ce qui nous ramène effectivement à parler de AFC M23, Alliance Fleuve Congo bar M23.
le M23 est dans le prolongement du CNDP, donc du RCD, du CNDP et du M23-1 et du M23 bis. Le M23 a présenté un cahier des charges avec des revendications connues. L'AFC vient de se greffer au M23. Nous ne savons pas si l'AFC et le M23 ont les mêmes revendications. Mais nous doutons. Ils peuvent avoir des revendications, quelques revendications qui se ressemblent, mais ils ne peuvent pas avoir les mêmes revendications. En clair, cela signifie quoi? Cela signifie que pour éviter de tomber dans les erreurs d'il y a 30 ans, les évêques de la CENCO et de l'ECC, dans leur pèlerinage de dialogue, ils doivent recevoir ces deux groupes distinctement. C'est-à-dire quoi? La CENCO et l'ECC doivent recevoir l'AFC de Corneille Nangaa pour requérir ou pour avoir leurs préoccupations. Pourquoi ils ont pris les armes? Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Et aussi, après avoir reçu l'AFC, recevoir le M23. Parce que le M23 devrait dire au Congo les objectifs qu'il poursuit, pourquoi ça fait plus de 10 ans qu'il a pris les armes. Une parenthèse, en 2012, le M23 et le gouvernement congolais se sont retrouvés à Munyonyo, à Kampala, en Ouganda, dans les pourparlers. Et dans ces pourparlers, le M23 a présenté un cahier de charges. Il faut que le M23 puisse renouveler ce cahier de charges, présenter à la CENCO et à l'ECC, apprécier le cahier de charges, qui, comme je le souligne, peut ne pas avoir les mêmes revendications que celles de l'AFC. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, et l'expérience nous l'a démontré, et comme je viens de vous le dire, qu'est-ce qui va arriver? Les Congolais vont se retrouver, y compris le M23. Et 2 ans, ou une année, 2 ans, 3 ans après, parce que les Congolais vont se retrouver, ils vont se partager le pouvoir. Nous sommes convaincus que demain ou après-demain, nous verrons des figures connues, des figures congolaises connues, qui vont se positionner au sein de l'AFC. Ça, c'est sûr, c'est inévitable. Et quand ils vont se positionner au sein de l'AFC, ils vont étouffer les revendications du M23. Et comme le M23 est plus une branche militaire, les militaires n'ont souvent pas le temps de dialoguer. L'AFC prendra le dessus, il dialoguera au nom du M23, comme ça s'est fait à la conférence de Goma. Et après les résolutions, le M23 va poser à nouveau ses doléances légitimes, comme ils appellent, poser ces problèmes sur la table et nous risquons de continuer dans la série de guerres. Cela signifie quoi? Qu'en clair, nous sommes d'accord, nous soutenons le dialogue. Il faut qu'on nous comprenne. Nous soutenons le dialogue. Nous soutenons toutes les démarches du dialogue. Mais le dialogue doit se faire en évitant de tomber dans les pièges antérieurs. Comme je vous l'ai démontré, le piège de Sun City, le piège de Goma, le piège de Munyonyo, et nous risquons de tomber maintenant au piège de la CENCO, non, pas au piège de la CENCO, au piège tendu à la CENCO et à l'ECC. Donc, les évêques catholiques et protestants qui ont pris les devants devront négocier selon notre analyse séparément, ce qui n'a pas été fait, parce que quand la délégation de ces deux églises est arrivée à Goma, il a été reçu par le coordonnateur de l'AFC M23. Mais nous disons, à l'exemple des ADF et des NALU, nous disons que les deux organisations peuvent avoir des points communs, mais il y a aussi des points de divergence. Et pour aider la RDC à sortir de ce bourbier, à sortir de ces marécages, à sortir de cet état grabataire, il faut effectivement que chacun dise ses préoccupations et qu'on analyse point par point les préoccupations de chacun et voir comment trouver des solutions. Nous insistons, dans l'Église catholique, il y a la commission justice et paix. Dans cette logique-là,
la justice passe avant la paix. On ne peut pas avoir la paix sans la justice. Sinon, comme nous l'avons souligné, ça serait une paix des cimetières. Et la paix des cimetières, nous l'avons vécue pendant 18 ans. Pas de guerre, pas de paix. La paix des cimetières fait toujours qu'après 2 ou 3 ans, une autre rébellion renaît sur les cendres de la première. Nous insistons aussi pour dire que le rôle des bons bergers, le rôle des pasteurs, outre l'évangélisation, c'est aussi à amener le peuple de Dieu à bien discerner. Et pour bien discerner, il faut d'abord que les guides du peuple, aient le discernement. Et nous pensons qu'avec cet exercice, nous avons mis certaines lumières pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre que si nous voulons la paix en RD Congo et dans la sous-région, il faut que chaque protagoniste puisse nous dire ce qu'il veut et discuter de ses propositions. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous espérons que vous nous avez suivis, que vous avez été attentifs et que vous êtes restés sur vos chaises, que nous avons abordé le sujet tel que nous l'avons présenté à votre satisfaction. Nous allons revenir dans les prochaines heures, prochains jours sur d'autres sujets. Nous vous disons merci.